Oh les beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Brancusi contre États-Unis. Rencontre avec l'auteur de bande dessinée Arnaud Nébache et l'avocat en propriété intellectuelle Vincent Chenigans, animé par Sonia Deschamps. Et enregistré en public en mai 2023 au Conservatoire Pierre Barbizet à Marseille lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Arnaud Nébache, auteur de Brancusi contre États-Unis, une bande dessinée absolument passionnante publiée chez Dargaud, et Vincent Chenigans, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, grand amateur de bande dessinée et également président de l'association des livres comme des idées. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Arnaud, vous racontez dans cette bande dessinée un procès historique qui se tient à New York dans les années 20 et qui oppose le sculpteur Constantin Brancusi à l'État américain. Il s'agit de prouver que son oiseau dans l'espace, l'œuvre que l'on voit sur la couverture, est bien une œuvre d'art et ne doit ainsi pas être taxée à 40% à l'importation par les douanes américaines. Brancusi, à ce moment-là, c'est déjà un artiste reconnu, exposé, collectionné. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui est Brancusi au moment de ce procès ? Bonjour à tous. Oui, en effet, c'est un artiste qui a déjà sa place pratiquement dans l'histoire. Il est reconnu de tous ses contemporains. Il a une place un petit peu particulière parce qu'il n'est pas dans un mouvement où il est un peu tout seul, mais il navigue à l'intérieur de tout ça, respecté de tout le monde autour de lui. Il a beaucoup d'amis, même s'il est un petit peu solitaire, il y a quand même beaucoup d'artistes qui naviguent autour de lui. Et effectivement, il a déjà une réputation aux États-Unis où il est collectionné et où Marcel Duchamp, son ami et un peu son agent, on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique, travaille à faire fonctionner les ventes à New York. Et on voit effectivement l'exposition qu'il s'agit d'organiser et pour laquelle on va faire venir cette œuvre. Vincent, est-ce que vous pouvez rapidement peut-être nous rappeler le contexte juridique de ce procès ? Je le disais, on est dans les années 20, mais depuis 1913, il y a une loi qui protège les œuvres d'art, en tout cas qui stipule que l'art ne doit pas être taxé. Quels sont les arguments et quel est le contenu de cette loi ? En réalité, derrière ce type de loi, il y a toujours un homme. Et avant de rentrer dans la loi, c'est une BD. D'abord, merci à Hélène Verlet qui m'a mis cette BD entre les mains, assez extraordinaire, et qui, je dois dire, met en valeur une galerie de portraits. Donc, avant même... j'allais dire un livre de procès, pour ceux à qui ça pourrait faire peur, vous trouverez en réalité une bande dessinée sur l'amitié. Et il y a vraiment des rapprochements, parce que on a cette galerie de portraits, Brancusi bien sûr, mais il y a Duchamp et tous ses amis, et on les retrouve souvent à des terrasses de café, et ils commentent le procès, et ces deux mondes absolument finalement différents. Et ces deux mondes différents, c'est d'un côté... finalement le monde des artistes, et puis de l'autre, le judiciaire qui raconte une toute autre réalité. Voilà. Et cette BD, elle alterne en fait de façon très forte ces passages d'amitié d'un monde, le monde de l'art, et puis de l'autre côté, le monde judiciaire. Alors 1913, pourquoi c'est important ? Parce que à l'époque, et d'ailleurs c'est dit à un moment dans la bande dessinée, on a le salon de l'aviation, et là il y a Duchamp, il y a Léger, il y a Brancusi, ils sont là tous les trois, et il y a, je crois que c'est Duchamp qui dit la peinture c'est fini, et il dit ça devant une hélice qu'il trouve absolument sublime, et cette hélice il la regarde et il la regarde encore et il se dit mais dans le fond ce qu'on fait nous, est-ce que c'est vraiment si intéressant ? Et ça va, je crois, provoquer beaucoup de choses. Et là il y a 1913, donc on revient à la loi américaine. Il y a un avocat qui s'appelle Monsieur Quinn, et Monsieur Quinn il adore les artistes et
Pour lui, c'était, voilà, c'est le début du lobbying. Il s'est dit, c'est pas possible que l'art ne soit pas une exception. Alors on a l'exception culturelle américaine, et il a rédigé une loi qui était faite justement pour protéger les artistes, pour protéger l'art et faire en sorte que l'art ne soit pas taxé de la même façon que les produits industriels. Donc là, vous aurez en réalité un grand écart entre le 0% de taxation pour l'art et 40% pour l'industrie. Donc on comprend que c'est vraiment important. Et ce monsieur Quinn, en réalité, il avait une passion pour Brancusi. Et on peut dire que jusqu'à sa mort en 1924, parce que l'avocat est mort en 1924, il a protégé d'une certaine manière Quinn, et on sait qu'il avait même une correspondance avec Henri-Pierre Rocher. Alors Henri-Pierre Rocher, c'est Jules et Jim, plus tard adapté par Truffaut, et Henri-Pierre Rocher, il a eu les bons conseils de Quinn qui lui disaient, mais non seulement il faut déclarer l'œuvre d'art, mais plus que ça, il faut aussi déclarer le socle comme étant... Donc il lui donnait des petits conseils, en fait, comme étant aussi partie de l'œuvre d'art, comme ça sera du 0%. Donc on peut dire que pendant un certain nombre d'années, Brancusi a bénéficié, je pense, d'un regard bienveillant, et que les douanes américaines, elles avaient qu'à bien se tenir, parce que, dans le fond, elles n'ont pas eu la possibilité de taxer à 40. Mais dès que l'avocat est mort, immédiatement, les douanes se sont réveillées, et la suite. Et puis justement, et c'est pour ça, vous comme moi, quand on a prononcé le mot protéger, on l'a dit assez lentement, parce qu'effectivement, en voulant protéger les œuvres d'art et en donnant une définition finalement, et en les opposant à des œuvres industrielles, à des objets industriels, finalement, c'est ce qui va permettre à certains de contester le statut d'œuvre d'art, en particulier de l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui. Au début du procès, le juge demande à ce que l'objet, la sculpture, soit référencé, pièce à conviction numéro 1. On voit tous les avocats l'observer sous toutes les coutures, cette œuvre. Arnaud, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ce procès en bande dessinée? Est-ce que c'est, même si les deux sont liés, le fond de cette affaire, c'est-à-dire cette question de ce qu'est une œuvre d'art, ou est-ce que c'est justement la lecture des échanges, des propos qui ont été prononcés lors de ce procès qui, et vous le racontez formidablement, soulèvent tout un tas de questions passionnantes, sont aussi très très drôles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous emparer de cette histoire pour en faire une bande dessinée? Alors la première entrée, ça a été le personnage de Brancusi, évidemment, parce que c'est un peu le fantasme qu'on peut avoir de l'artiste tout seul dans son atelier, qui crée des choses magnifiques et qui révolutionne tout seul, etc. Donc il y a cette entrée-là, et puis à force de chercher à me documenter autour de ce procès, effectivement, il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de contrastes qui s'imposent entre ce qui se passe aux États-Unis, entre ce qui se passe sur le vieux continent, entre le travail de Brancusi et les révolutions qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'Atlantique. Et tout ça, ça a fait beaucoup d'écho. J'ai trouvé qu'au fur et à mesure de la documentation, tout s'emboîtait un peu par miracle, que toutes les pièces du puzzle finissaient par aller ensemble. Et là, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de raconter cette histoire-là. Et avec, effectivement, on va en parler de la façon dont vous le rendez graphiquement, avec ces deux parties qu'évoquait Vincent, et la façon dont vous réussissez parfaitement à la fois passer du procès, une mise en scène particulière, et les scènes avec des ateliers, avec ces discussions en terrasse. Au cours de ce procès, les représentants de l'État de New York cherchent à prouver, pour justifier donc les 40% de TVA qu'on évoquait, que Brancusi est un artisan et pas un artiste. Forcément, pour les avocats, il s'agit d'avoir des positions très claires, très définitives, mais ce que vous montrez dans la bande dessinée, et c'est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que pour Brancusi lui-même, tout cela n'est pas si clair. Il s'interroge beaucoup à ce sujet. Dans le bateau qui l'amène aux États-Unis, déjà, on va le voir un petit peu plus tard, on le voit fasciné par les grosses chaînes, par les hélices, et vous enchaînez comme ça des moments où il est en pleine admiration devant ces
ces objets, ces objets, et comment est-ce qu'ils passent ensuite dans les cales pour regarder son œuvre, et vous les mettez un peu sur le même niveau. Et on le voit à un moment, et vous évoquiez la discussion au café, on le voit discuter avec Fernand Léger, et il le dit, et là je vous cite qui le citait, c'est vrai que l'industrie construit des objets d'une rare beauté. Souviens-toi de ces redoutables machines, de ces magnifiques hélices au salon de l'aéronautique avec Duchamp. Est-ce qu'un artiste peut en faire autant ? Et Fernand Léger surenchérit en disant « Certains artisans ou certains industriels n'ont rien à envier à la majorité de tous ceux qui se disent artistes. » C'est vraiment une question au cœur de ce récit et qui est absolument passionnante. C'est ça. Alors, dans le procès, cette question-là, elle est assez centrale, d'essayer de définir ce qui fait la marge entre l'artisanat et l'art. Et bon, si on lit le procès comme ça peut paraître complètement absurde. Et en fait, l'idée, c'était de revenir sur le travail de Brancusi, de confronter son travail effectivement à ses contemporains et ce qui peut se passer à cette époque-là, et de rendre cette question un petit peu plus intéressante qu'elle peut l'être comme ça au départ. D'où l'envie de faire intervenir dans le récit des auteurs qui sont très à cheval entre l'art et l'artisanat. Donc Jean Prouvé, Calder, et puis je sais plus, il y en a quelques-uns comme ça. Tonnet. Oui, Tonnet, voilà. Et donc pour montrer qu'en fait cette frontière, elle est évidemment poreuse et que ça paraît absurde ou vain d'aller mettre une barrière au milieu de tout ça. Il y a aussi quelque chose quand même, c'est que même si c'est évident pour un certain nombre de personnes qu'il s'agit d'une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art qui arrive aux États-Unis, on le disait, pour être exposée et pour être achetée. Et d'ailleurs, l'acquéreur de cette sculpture est présent lors du procès. Et Vincent, c'est vrai qu'il y a malgré tout cette notion aussi, c'est-à-dire que c'est certes la question de l'œuvre d'art, mais de la destination de l'œuvre d'art, puisqu'il s'agit malgré tout d'une œuvre destinée à être vendue. Ça pose aussi cette question-là. Oui, il y a presque une forme d'hypocrisie en réalité. C'est-à-dire que dans le procès, l'élément essentiel qui a été développé par, évidemment, les avocats de Brancusi, c'était de dire, nous, on intervient, et ils sont intervenus en force, parce qu'il y avait 2 avocats, et vous aviez des témoins qui ont été des témoins très importants, puisqu'ils faisaient partie à la fois du monde de l'art, mais ils faisaient aussi partie du monde de la presse, mais ils faisaient partie donc de personnes qui faisaient vraiment autorité. Et tout le discours qui a été développé judiciairement, c'était de dire, nous, c'est pour la liberté de création, c'est pour la circulation des marchandises, c'est presque, ils allaient dire parfois, tout ça n'a pas de sens économique. Alors que la base, c'est quand même qu'on veut avoir la TVA à 0%. Et pourquoi on veut avoir la TVA à 0%? Parce que ces œuvres, évidemment, si elles sont taxées de façon plus importante, les galeries, qui sont très importantes à l'époque dans le marché de l'art, les galeries, elles ont tout à perdre. Donc, il y a véritablement une bagarre, en réalité, qui, de façade, était une bagarre de l'expression de la liberté de circulation, de l'œuvre, de ce que doit être l'éducation, etc. Et puis, en fait, on sait aussi qu'il y avait derrière un besoin de défendre l'économie de l'art, qui est une question très actuelle d'ailleurs. Effectivement, tu l'as évoqué, donc John Quinn meurt et il est en possession d'une grande collection d'œuvres de Brancusi. Et Brancusi lui-même, donc c'est pour rebondir sur le fait qu'il y ait quand même une opération commerciale ou intéressée derrière de la part de Brancusi, demande à Duchamp et à une partie de ses amis de racheter les œuvres que John Quinn a, pour éviter qu'elles se dispersent dans les États-Unis, puisque lui considère son travail comme étant un tout et il veut que ses œuvres restent ensemble. Donc il y a quand même quelque chose pas de commercial, mais d'intéressé derrière. Justement, vous évoquiez l'œuvre. J'aimerais qu'on se penche un instant sur cet oiseau dans l'espace. Brancusi, quand il apprend que les douanes veulent le taxer à hauteur de 40%, il s'offusque. Il le dit, les douanes voudraient que mes oiseaux ressemblent à de vrais oiseaux. Au tout début de l'album, on est pour quelques pages, 20 ans avant le procès. Brancusi est l'élève de Rodin et
pendant tout ce temps, puisqu'on fait un saut dans le temps pour arriver au moment de cette grande exposition et donc de ce procès, il semble obsédé par le mouvement, par l'envol, par quelque chose qu'il percevait chez Rodin et qui ne cesse de le travailler. Alors, il commence effectivement chez Rodin, mais plutôt par refuser ce que lui demande Rodin, c'est-à-dire effectivement de travailler plutôt sur l'espace qui fait exister l'œuvre. Et puis effectivement, on fait un saut dans le temps pour aller 20 ans plus tard, où cette fois, il a réalisé que c'était bien ça qui construisait une sculpture, c'était l'espace autour de celle-ci. Et du coup, en effet, il va beaucoup travailler sur cette idée, en faisant danser des danseuses autour, en travaillant plutôt la scénographie finalement de son travail que les travaux eux-mêmes, en reproduisant plusieurs fois ces travaux pour essayer de trouver le bon ajustement pour construire l'espace autour. Oui. Et comment est-ce que vous avez, pensé cet oiseau dans l'espace qui évidemment ne change pas de forme puisqu'il a toujours la même forme qu'on a vu tout à l'heure sur la couverture, à part un moment où vous le faites se transformer en un véritable oiseau, mais vous jouez beaucoup avec les lumières, avec les couleurs, ce qui fait qu'à la fois cette œuvre est toujours la même, mais jamais tout à fait la même, ce qui en fait une sculpture mystérieuse, ce qu'elle pouvait déjà être pour beaucoup, mais aussi dans ce livre, j'ai eu le sentiment qu'elle était comme vivante. Est-ce que ça a été, quel enjeu ça a été, cette représentation de l'œuvre au centre même du procès et donc de la bande dessinée? Eh ben, il y a deux enjeux. La première, elle est technique, en fait. Dans beaucoup de bandes dessinées, il y a des œuvres qui réapparaissent. Et alors là, tout est bon pour essayer de trouver un moyen de ne pas reproduire l'œuvre, puisque c'est impossible. D'abord, on n'a pas le droit. Et puis surtout, il faut trouver le bon ton, il faut trouver les bonnes manières de dire les choses. Est-ce qu'on caricature, est-ce qu'on exagère, est-ce qu'on fait vivre, etc. Et puis derrière tout ça, il y avait aussi en effet le fait d'insister sur le fait que cette sculpture n'est pas unique et qu'elle peut vivre selon le regard de celui qui la regarde. Et puis, donc effectivement, les représentations que j'en fais changent beaucoup en fonction du contexte. Et puis Brancusi lui-même tenait à ce que ces oiseaux changent en fonction de la lumière. Alors d'où les surfaces polies. Et d'où les photos qu'il en a fait. Il a fait énormément de photos de son travail et il refusait d'ailleurs que d'autres personnes prennent en photo son propre travail pour maîtriser lui-même les différentes interprétations que la lumière et l'environnement pouvaient donner de cet oiseau en particulier, mais du reste de son œuvre également. Et il y a beaucoup de passages dans lesquels on voit Brancusi à l'œuvre, à l'ouvrage, d'être en train de créer dans son atelier. Quel artiste est-ce qu'il était, Brancusi, et qu'est-ce que vous avez cherché à en montrer à travers ces scènes-là où on le voit très très dynamique, presque survolté parfois, à faire de grands gestes, à s'emparer comme ça d'immenses rondins de bois. Comment est-ce que vous avez appréhendé la représentation de cet artiste à l'œuvre ? Il y a plusieurs choses. Une partie du procès se demande aussi comment on doit considérer Brancusi et qu'est-ce qui prouve que Brancusi est un artiste. Donc encore une question absurde. Donc il fallait quand même que je montre l'artiste à l'œuvre et le fait de le voir gesticulant comme ça à longueur de temps, c'était une manière de le raconter comme ça, comme un artiste. Et puis, il y a cette petite idée qui est sous-jacente peut-être dans l'album, où c'est un peu David contre Goliath. Et donc, le fait de le voir un peu tout petit dans cet atelier, effectivement, qui transporte des rondins ou des morceaux de pierre démesurés, impossibles à porter par un petit homme. Donc, j'avais envie de jouer avec ça. Et puis une troisième peut-être, ça va être l'idée de contraster un petit peu, parce qu'il était hors de question de faire un livre procès, qui ne racontait que le procès. Et donc il fallait alterner avec des pages qui se lisent beaucoup plus vite, où il y avait beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus de mouvement, où la caméra se permettait beaucoup plus de liberté. Alors que dans le procès, on est un petit peu bloqué par la scénographie et la caméra est un peu trop stable.
Et vous parliez de ce sculpteur petit dans cet atelier avec de grandes sculptures. Il y a aussi quelque chose, on aura peut-être le temps de l'évoquer, c'est la façon justement de représenter ces œuvres ou ces œuvres en devenir quand on les met en regard des immeubles, par exemple de New York. On l'a vu sur certaines pages où d'un seul coup, c'est comme si vous créiez le trouble entre ce qu'est une œuvre d'art justement, et d'un seul coup, on voit que ils prennent les mêmes proportions dans les cases, et il y a quelque chose d'extrêmement réussi dans la façon dont tout se mêle et la façon dont quelque part le dessin uniformise tout en distinguant toutes ces différentes dimensions. J'espère qu'on aura le temps de l'évoquer, mais je reviens sur cette idée de ce qu'est une œuvre d'art. Et Vincent, on le dit, là c'est un procès qui a lieu dans les années 20. On peut se dire, en regardant aujourd'hui, que ça nous paraît comme une évidence, ou en tout cas quand on lit la bande dessinée, c'est vrai qu'on voit cette œuvre de Brancusi et on sait que c'est Brancusi, donc ça nous paraît un peu délirant de se dire qu'on a pu dire que ce n'était pas une œuvre d'art, mais on le voit encore aujourd'hui que la question se pose. En préparant cette rencontre, on évoquait Christo par exemple, cette question de ce qu'est une œuvre d'art et est-ce que ce que fait Christo est une œuvre d'art à partir du moment où c'est emballé une institution ou je perds mon mot, mais en tout cas vous le trouverez beaucoup mieux que moi, mais en tout cas que c'est quelque chose en fait de finalement très contemporain aussi, cette histoire. Oui, il y a un véritable tournant, parce que les juristes, ils ont toujours un petit temps de retard. Donc là, par exemple, ils ont dû tout d'un coup s'intéresser à un art qu'ils ne connaissaient pas, donc l'art moderne. Et à un moment donné, les juristes français ont dû s'intéresser, on peut dire, à l'art conceptuel. On parle de Christo, mais on peut aller sur du beaucoup plus conceptuel. Comment faire en sorte... Enfin, moi, je me souviens d'une des premières exposition qui m'a un peu appris l'art contemporain, c'était à Grenoble, au magasin. C'était Dominique Gonzalez Förster. Il y avait une salle immense, plus grande que celle-là, et tout au bout, là-bas, une chaise. Et sur cette chaise, 7 livres et 3 revues. Et l'œuvre était là. Et les 3 revues, c'était Purple Prose, des revues qui racontaient l'histoire contemporaine. Donc, dans le fond, ça n'est que bien après l'exposition que j'ai réussi à comprendre, en lisant Purple Prose, quelle était finalement l'intention de l'artiste. Eh bien, les juges, ils sont amenés à se poser ces questions. Donc pour Christo, la question qui se pose, c'est est-ce que l'artiste, simplement par le fait qu'il emballe le Pont-Neuf, par exemple, a droit à une protection en soi. Et il y a une société de production anglaise qui est arrivée avec un hélicoptère, qui a commencé à prendre des images vues d'en haut et qui a décidé d'en faire un film. Et évidemment, Christo a dit non, ça c'est pas possible. On peut pas exploiter mon œuvre, les images de mon œuvre, sans que ce soit reconnu et que j'ai donné mon autorisation. Et les avocats qui ont en réalité défendu le dossier du côté de la société anglaise se sont basés sur le fondement du droit à l'information. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, mais là, vous vous rendez compte, ce qui se passe en ce moment est tellement gigantesque que c'est de l'information. Donc nous, on a le droit de prendre ces images. Et l'art, bon, vous nous dites que c'est de l'art, mais en réalité, vous ne faites que mettre en valeur un bâtiment. Est-ce que donc la forme suffit à dire que c'est une œuvre d'art? Et là, le juge est allé dans une description extrêmement détaillée du fait que toutes ces milliers de tissus qui couvrent en réalité des bâtiments, que ce soit le Reichstag, que ce soit le Pont-Neuf, ce sont des tissus qui, en réalité, vont permettre à la forme du bâtiment d'être mise en valeur. Et cette forme, le fait d'arriver à faire ça, en soi, a été considéré comme suffisamment original pour qu'on considère que l'œuvre est effectivement une œuvre et qu'elle doit avoir protection et que cette protection doit générer une autorisation en cas d'exploitation. Donc on voit bien que voilà, les juges sont obligés eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas une définition légale de ce qu'est une œuvre d'art, sont obligés d'aller chercher dans à la fois leur propre imagination, avec le risque évidemment que leur imagination, et on le verra tout à l'heure dans le procès Brancusi, est parfois un peu limitée, eh bien ils sont eux-mêmes ils font presque œuvre de création pour arriver à faire en sorte que l'œuvre ou non entre dans la définition de l'œuvre d'art.
Et on va revenir évidemment au procès de Brancusi, mais là on parlait de Christo et de quelque chose d'assez gigantesque, puisque effectivement c'est quelque chose qui ne peut pas échapper au regard. Mais vous m'avez aussi parlé d'un artiste conceptuel, et là on revient sur la question des douanes et de la taxation et de, encore une fois, ce qu'est une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'un artiste qui utilise par exemple des lumières, est-ce que les néons sont considérés comme faisant partie de l'œuvre d'art ou est-ce que ça doit être taxé comme des néons? Et alors ça, on n'est pas en 1920, on est en 2010. En 2010, vous avez une œuvre d'art qui est importée par une galerie londonienne, c'est Dan Flavin, et la galerie londonienne a les mêmes un peu douaniers que ce qui est arrivé à Brancusi, qui disent « Ah non, ça, ce sont des néons, c'est TVA à 20%. » Alors, on n'était pas à 40%. Et si ça avait été une œuvre d'art, c'était TVA à 5%. Et procès mène au fait que les juges, eux, considèrent que c'est une œuvre d'art. Et donc, on requalifie et on dit « Effectivement, c'est de l'art, 5%. » Mais, Commission européenne. Et là, la Commission européenne, elle, va prendre l'ensemble et considérer qu'en réalité, non, l'œuvre d'art, ce ne sont pas les néons. L'œuvre d'art, c'est le moment où l'œuvre d'art est exposée. Et quand elle est exposée, elle devient œuvre d'art parce que la lumière apparaît. Et la lumière apparaissant, là, on a l'œuvre d'art. Mais avant ces néons, ils restent dans le domaine, en réalité, de l'industrie. Donc les néons ont été qualifiés, et c'est un règlement Union européenne, c'est bien pire que Brancusi, numéro 731-2010 de la Commission européenne du 11 août 2010 relative au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée. Enfin, vous avez lu ça, c'est du sans paix, quoi. Donc, non, il y a encore, et récemment, donc 2010, une absurdité dans la manière même dont le droit peut s'emparer de ces difficultés. Et ils ont dit, l'œuvre d'art n'est pas l'installation elle-même, mais le résultat de l'opération, à savoir les effets de lumière produits par l'œuvre de Dan Flavin, classement, appareil d'éclairage à fixer au mur. Et c'est ça qui est définitif. Donc, on nage en plein délire, on est encore beaucoup plus loin que ça. Et tout à l'heure, Arnaud nous parlait du fait que Brancusi voulait prendre lui-même les photos de son œuvre puisque la lumière rentrait en jeu et que l'œuvre d'art, c'était le regard qu'on portait dessus. Et donc, il y a l'idée d'avoir un contrôle sur le regard qu'on porte. Et j'aimerais qu'on évoque un dernier procès avant de revenir à celui de Brancusi, mais c'est pendant que c'est encore un petit peu frais dans nos têtes. C'est ce procès contre Bettina Reims de Jacob Gautel, et justement où il est question de est-ce que on peut prendre en photo une œuvre et est-ce que cette photo devient l'œuvre du photographe quand bien même il s'agit de l'œuvre de quelqu'un d'autre qui est prise en photo? Alors, Bettina Reims, bien plus connue que Gautel. Donc, il faut quand même imaginer que cette personne, certainement parce qu'elle était beaucoup plus connue, s'est autorisée quelque chose que peut-être d'autres n'auraient pas fait. Elle est allée dans l'endroit où Gautel avait décidé de faire son œuvre. Et son œuvre, c'était quoi? C'était dans un hôpital psychiatrique. C'était les toilettes de là où les personnes, les folles, pouvaient résider pendant quelque temps. Donc, on imagine la pièce dans laquelle se trouve cette œuvre. C'est absolument décrépit, c'est horrible. Et lui, en lettres d'or, indique paradis. Et l'œuvre, évidemment, est évidente rien que par rapport à la relation entre ces mots en lettres d'or paradis et la pièce qui environne ces termes paradis et tout ce qu'on imagine évidemment du vécu des personnes qui étaient hospitalisées d'office. Et la Bettina Reims, alors que l'exposition était terminée, a eu accès au lieu et elle a pris des photos et elle a exploité ces photos, elle en a fait un bouquin et elle a vendu ces photos très cher. Donc le Gautel, il s'est dit, quand même, d'abord elle aurait pu me demander, puis deux, moi j'aurais bien aimé avoir un petit peu de royalty de cette histoire, quoi, puisqu'il n'avait pas les mêmes finances qu'elle. Et là encore, analyse du juge, et le juge, j'allais dire heureusement, a considéré qu'effectivement il y avait suffisamment d'originalité rien que par ce rapport entre le paradis et l'enfer
et la manière dont finalement Goethel avait créé cette œuvre. Mais il aura fallu arriver à un procès pour que ce soit reconnu. Enfin, j'aime bien Bettina Reims dans ses photos, mais peut-être que cet acharnement à refuser l'évidence était quand même pas tout à fait normal. Ouais. Pour revenir au procès qui oppose Brancusi aux États-Unis, je me suis demandé à la lecture de cette bande dessinée, Arnaud, comment vous aviez réussi à synthétiser ce que j'imagine être un procès qui a duré, en tout cas, des propos qui ont été sans doute beaucoup plus nombreux que ceux que vous avez retenus pour cette bande dessinée, où on a le sentiment, en la lisant, d'avoir l'intégralité du procès. En tout cas, on a l'impression que déjà énormément de choses sont dites. Est-ce que ça a été un des gros chantiers du livre que de réussir à synthétiser ça, peut-être aussi relié au fait et vous l'évoquiez tout à l'heure, de rendre ces moments extrêmement vivants où vous avez choisi une construction de pages différentes des autres séquences. Comment est-ce que vous êtes emparé de ce procès dont on a la trace minute par minute, je crois bien, si j'en crois le petit livre qui est devant vous, pour en retirer l'essence finalement? Et donc, effectivement, ça c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains il y a 20 ans dans mes cours d'histoire, de droit d'auteur, mais peu importe. Et là-dedans, tout est un peu dans le désordre parce que c'est dans l'ordre chronologique, en fait. Donc, il y a tous les témoins qui viennent les uns derrière les autres et qui parlent un coup du statut de l'œuvre, un coup du statut de l'artiste, un coup de est-ce que ça ressemble à un oiseau, un coup de qu'est-ce que c'est que l'artisanat, qu'est-ce que c'est l'art, etc. Mais tout ça, c'est très mélangé. Donc, effectivement, un des enjeux, c'était d'essayer de fabriquer des thèmes et de rassembler les thèmes dans la BD. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Il y a peut-être 3 ou 4 parties sur le procès qui sont 3 ou 4 séquences différentes. Et puis, voilà, il a fallu trouver un moyen de rendre ça un tout petit peu plus digeste. Donc, l'astuce qu'on a trouvée avec l'éditeur, c'est que ce soit Marcel Duchamp qui se fasse le dessinateur du procès. Puisque Brancusi était resté à Paris, j'ai imaginé que Marcel Duchamp dessinait le procès et envoyait ses dessins à Brancusi un petit peu plus tard. J'allais vous demander si on avait des traces de ça. Donc ça, c'est une part de fiction dans cette bande dessinée, les lettres envoyées par Duchamp. Ça, c'est une fiction. Je ne sais même pas si Duchamp était présent au procès. Je ne sais même pas si le procès était public. Vincent, on s'en rend compte à la lecture de la bande dessinée, et je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses importantes sont dites lors de ce procès, et il y a aussi beaucoup de choses très drôles. Et il y a quelques passages que vous auriez aimé nous lire et qu'on aurait aimé vous entendre nous lire, et notamment, je ne sais pas si on peut commencer par celui-ci, mais comme on évoquait tout à l'heure, la forme de cette œuvre et le fait que qu'elle soit désignée comme un oiseau, en tout cas c'est son titre, peut-être ce passage où il est question de cette œuvre et du fait de savoir si c'est un oiseau ou non. Donc, vous l'avez compris, il y a les avocats de l'État et il y a les avocats pour Brancusi. Et pour l'État, il s'agissait de démontrer qu'en fait tout ça c'était pas possible parce que cette œuvre, ça ne pouvait pas être une œuvre à partir du moment où ça ressemblait à rien. Et ils décident donc de cuisiner, les avocats donc de l'État, de cuisiner l'un des témoins de Brancusi. Et le témoin de Brancusi, c'est William Falk, quand même le directeur de la Brooklyn Museum of Art, donc qui était quand même une personnalité importante. Et donc l'avocat pose la question, pourquoi appelez-vous cela une œuvre d'art? Et on a une réponse très, très solide. D'abord, elle est expressive, elle a une forme, elle traduit une idée, probablement suggérée par le vol d'un oiseau, ou elle suggère simplement le vol d'un oiseau. Une chose de cette nature est souvent inspirée à l'artiste par une idée abstraite qu'il exprime de manière originale. Je pense que c'est ce que cet artiste a fait, l'idée qu'il en avait quand il a commencé à y travailler, a probablement évolué, l'a suivi. Il est probable qu'il a d'abord conçu son oiseau de manière réaliste. Et là, autant vous dire, je crois que l'avocat, il n'a pas tout compris, parce qu'il pose la question, oui, mais si l'artiste l'avait appelé poisson, cette même chose aurait évoqué pour vous un poisson plutôt qu'un oiseau? Alors, le
directeur du Brooklyn Museum of Art, un peu interloqué. Elle n'évoque pas un poisson pour moi. Oui, mais et s'il l'avait appelé tigre en vol? Non, pas plus. Évoque-t-elle pour vous un lion ou tout autre animal? Il est possible que la qualité de vol me séduise en tant que qualité abstraite, une qualité parmi d'autres, mais vraiment pas celle d'un tigre ou un lion réaliste. Mais vraiment, c'est presque 30% du procès qui tourne autour, parce qu'ils reviennent à chaque témoin, ils reviennent à la charge, et à chaque fois, ils veulent leur faire dire que non, on ne voit pas un poisson, et si on ne voit pas un poisson, alors ça veut dire qu'on n'a pas su être dans l'imitation, soit d'un personnage, soit d'un animal. C'est donc que ça peut pas être de l'art. Donc tout ça était quand même, allez, sur... oui, c'est peut-être la moitié du bouquin qui est sur ce type de questions qui revenaient à l'envie. Voilà. Et c'est là que moi j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque effectivement ce procès il tourne autour de l'abstraction. C'est comme si c'était le procès de l'abstraction, alors que Brancusi refuse qu'on le traite d'abstrait, puisqu'il représente bien quelque chose. Il représente l'idée d'un envol, alors qu'une œuvre abstraite ne représente rien. Et donc lui, il est encore plus énervé par ce fait, c'est-à-dire qu'on tourne autour du pot sur savoir est-ce que c'est un oiseau, un poisson, un tigre ou une barre de laiton. Et lui, il dit non, c'est une idée, donc c'est pas de l'abstraction. Arrêtez d'essayer d'en faire un truc abstrait. Oui, et je rebondis là-dessus, mais c'est d'autant plus heureux que Brancusi n'ait pas été présent sur place dans le procès. C'est assez étonnant, il a été auditionné à l'ambassade des États-Unis en France. Et ça a permis d'avoir finalement un débat un peu fermé parce qu'on lui posait des questions clés. Et il a répondu de façon très honnête, mais dans le fond, on n'était pas dans ce type de débat. Et s'il avait été présent sur place, ça lui aurait été certainement insupportable et il aurait vraisemblablement, en réalité, évoqué ce que tu disais, c'est-à-dire le fait que lui, c'est pas tellement la question de la représentation, mais c'est la question de l'envol. Ouais. Il n'est pas sur place, mais il ne va pas pour autant très bien pendant que se déroule ce procès. Il est obsédé, vous le montrez dans la bande dessinée, obsédé par ce procès. Et c'est Marthe, sa compagne, qui le dit à un moment. Elle le dit, depuis le début du procès, il ne parle plus que d'oiseaux, il ne pense qu'à ça. Et ensuite, on peut lire qu'il vient de réaliser sa 30e sculpture d'oiseau et qu'il ne fait plus que ça. Comment est-ce qu'il vit ce procès et quelle trace est-ce que vous aviez ou non de sa façon de suivre à distance les débats qui étaient tenus? Alors, il n'y a pas énormément de traces. Il y a quelques traces dans les correspondances qu'il a pu laisser avec Marcel Duchamp, d'autres avec sa compagne Marthe. Et en fait, dans les traces que j'ai vues, que j'ai lues, il a l'air un peu indifférent, en fait. Enfin, ou en tout cas, il le laisse paraître. Moi, j'ai décidé d'inviter un petit peu plus de dramaturgie à l'intérieur de tout ça, parce que le bouquin se finisse pas juste par c'est bon, c'est une œuvre d'art et basta, mais qu'il y ait quand même un enjeu de fiction et qu'on aille plus sur le personnel, en fait, de ce personnage. Et qu'il y ait un truc un peu de vie ou de mort, quoi, de son travail, comme si la question de son travail n'avait pas été reconnue, il aurait peut-être arrêté de créer, quoi. J'avais envie de laisser cette idée-là. Mais là, encore une fois, c'est un peu mon intervention. Je pense qu'il était bien trop fier et imbu pour se laisser toucher par ce procès aussi profondément. Vous parliez de la correspondance avec Duchamp. Il y a une correspondance à laquelle on a accès. C'est sa correspondance justement avec Marthe, dont le surnom était Tonton. Donc c'est la relation d'amour entre Tantan et Tonton. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette correspondance et de quelle façon est-ce que, parce que il est question de leur histoire d'amour, mais en filigrane dans cette bande dessinée, ce n'est pas au cœur, mais c'est présent malgré tout. Marthe est un personnage très important. Oui, alors j'ai essayé quand même d'inclure un petit peu de personnages féminins parce que malheureusement dans tout ce qu'on a autour du travail de Brancusi, il y a quand même beaucoup d'hommes. Et cette correspondance avec Marthe a été un point d'appui assez important. Et en fait, justement, ce personnage de Brancusi que j'ai essayé de laisser un peu taiseux, un peu aussi fier, qui n'aurait probablement pas admis d'être touché par cette histoire, c'est Marthe qui prend le relais et qui va chercher ses amis
et particulièrement Fernand Léger, pour essayer de le sortir de là, et Jean Cocteau également, pour essayer de le sortir de là et lui faire voir les choses autrement. Donc c'est là qu'elle a pu jouer un rôle assez important. Et à un moment, on la confond en fait un petit peu avec l'oiseau, qui est une légende roumaine existante, quoi, où un oiseau réellement apparaît dans la mythologie roumaine, et où elle transforme en statue, où cet oiseau transforme en statue les gens qui l'attrapent. Et cet oiseau est un petit peu représenté avec le visage de Marthe, parce que c'est elle qui va chercher Brancusi comme statue, comme artiste, et qui va le sortir de là. On parlait de la façon dont lui suivait ou non ce procès. Les journaux aux États-Unis s'en emparent réellement, et vous montrez, je me souviens plus si c'est, je crois que c'est la une du Times, ou en tout cas le titre c'est It's a Bird, Shoot It. On voit, c'est un procès qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque, sur le moment même du procès. Oui, non, il y a eu, toute la presse s'en est emparée, et il y avait les pour et les contre. Et ceux qui étaient contre, c'était ceux qui protégeaient en réalité les artistes américains dits classiques, qui eux voyaient d'un très mauvais œil l'importation de l'art moderne, qu'ils considéraient pas comme de l'art, et qui leur piquait un marché. Il faut être donc il y a des sculpteurs qui témoignent aussi, et ils sont d'assez mauvaise foi. Ouais. donc là, on revient à l'enjeu économique, et la presse s'est vraiment fait l'écho. Et c'était d'un côté les mondialistes, on va dire, et de l'autre ceux qui défendaient leur précaré, quoi. Sachant qu'on est un petit peu avant la guerre, et que en gros il y a les 3/4 des artistes européens qui sont en train de débouler aux États-Unis. Donc c'est pas que le petit enjeu de l'oiseau de Brancusi, c'est il y a comme une idée de passage de relais entre le vieux continent et l'Amérique, où certains Américains refusent de jouer ce rôle-là, alors qu'il va le falloir, quoi. C'est l'histoire. L'Amérique va prendre le relais, et le vieux continent va s'enfoncer dans la guerre, quoi. Vincent, vous voulez nous lire un autre extrait de ce procès? Quand même, il faut que vous ayez les questions des juges, parce que les juges, ils jouent le chaud et le froid, et c'est assez piquant aussi. Question du juge au témoin Steichen. Alors Steichen, c'est celui qui avait acheté l'œuvre et qui a accepté dans le fond de jouer le jeu, mais il y avait une mécène derrière qui payait les avocats. Donc elle était milliardaire, elle avait plein d'argent, elle avait décidé que l'art devait être sauvé, et donc elle est allée voir Steichen et elle lui a dit non mais achetez cette œuvre et moi je vous paye tous les frais du procès. Et c'est très cher, les avocats. Et donc, le juge, quand même, demande quel métier exercez-vous, donc au témoin. Il dit je suis artiste et photographe depuis pratiquement 30 ans, sculpteur. Non, monsieur le président, pas sculpteur. Non, peintre. Oui, monsieur le président, il y a un de mes tableaux au Metropolitan Museum of Art et un autre au musée de Bordeaux. Ouais, elle lui montre l'œuvre et lui dit mais comment appelez-vous ceci? J'utilise le même terme que le sculpteur, oiseau, bird. Qu'est-ce qui vous le fait appeler oiseau? Ressemble-t-il à un oiseau pour vous? Réponse, non, il ne ressemble pas à un oiseau, mais je le ressens comme un oiseau, et il est défini par l'artiste comme un oiseau. Question, le seul fait qu'il l'ait appelé oiseau en fait un oiseau pour vous? Réponse, oui, votre honneur. Question, si vous l'aperceviez dans la rue, vous ne songeriez pas à l'appeler oiseau, n'est-ce pas? Réponse, 3 petits points. Et là, il y a un autre juge qui s'empare qui prend le micro. On va dire, et si vous le voyez dans une forêt, vous n'en prendriez pas une photo, n'est-ce pas? Et le témoin, non, votre honneur. Et là, si Duchamp avait réellement été dans la salle, il aurait fait un dessin de désarroi, et il aurait vraiment inquiété Brancusi. Donc le procès, il a duré en fait presque plus d'une année, et donc il y avait des moments d'audition, et donc ce moment-là est un moment où dans le fond, à la fois les témoins, les avocats de Brancusi sont hyper inquiets, parce qu'ils se disent c'est en train de basculer, on va perdre. Et en plus, là, ce qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que la jurisprudence était plutôt contre eux, parce qu'il y avait eu quelqu'un qui avait fait des chaises un peu sculptées, et qui avait vu le filon avec l'histoire de la TVA à 0%, et qui avait déclaré ces chaises sculptées, mais qui vendaient en réalité par milliers, il les avait déclarées comme des œuvres d'art.
Et là, il y avait eu un procès et les douanes avaient gagné parce que le gars, c'était pas du tout un artiste, quoi. C'était pas Brancusi. Donc, ils se sont dit, dans le fond, c'était la jurisprudence de référence. Ils se sont dit, les juges vont aller dans la suite de cette jurisprudence qui allait contre nous. Et on verra que dans le jugement, si je peux en lire un extrait tout à l'heure, le jugement prend position d'une manière ou d'une autre. Oui, puisqu'il est aussi question de savoir au cours de ce procès s'il existe d'autres sculptures identiques, et c'est également un des critères. Avant que vous nous lisiez justement un extrait de cette conclusion, un mot, on a évoqué la façon dont Arnaud vous avez dessiné cet oiseau. Peut-être plus généralement, de manière plus générale, comment est-ce que vous avez pensé? Les couleurs sont très importantes dans cet album. J'ai évoqué le fait qu'on peut trouver des parallèles entre les architectures et les œuvres elles-mêmes. Comment est-ce que vous avez réalisé cet album entièrement de manière numérique, je crois. Dans vos ouvrages pour la jeunesse, vous travaillez au pochoir. Est-ce que ça a une importance dans la réalisation de cet album, et comment est-ce que vous l'avez pensé vraiment graphiquement? Il y a un des enjeux qui a été comme comment l'album commence par parler du vide. Il a fallu faire vivre ces vides, donc le blanc a une importance dans les dessins. Et effectivement, le pochoir m'avait permis de comprendre un peu comment on pouvait gérer le blanc dans une image. Donc, c'était pas un obstacle pour moi d'essayer de faire vivre ces blancs. Et puis après, comme c'est ma première bande dessinée, il a fallu que je me pose des contraintes fortes pour éviter de faire n'importe quoi et de me laisser emporter par le plaisir du dessin. Et du coup, une des contraintes, c'était d'utiliser que 2 ou 3 couleurs, parfois rarement 4 par image, de garder les mêmes couleurs dans toute la séquence et de garder une couleur entre chaque séquence pour éviter qu'on soit trop perdu. Donc je me suis imposé comme ça des contraintes fortes qui aussi, encore une pièce du puzzle, par miracle, correspondait bien au propos, et donc ça s'est construit un peu comme ça. Mais la première idée, c'est vraiment l'idée du blanc et de comment faire vivre ce blanc. Et c'est très très beau. Le fait de réfléchir à cette idée de ce qu'est l'œuvre, et est-ce qu'elle représente ou pas un oiseau, est-ce qu'on voit un oiseau, ça m'a fait penser, même si on s'en éloigne un tout petit peu, mais à la représentation en bande dessinée, justement, à cette question d'une différence entre le réalisme et la justesse, parce qu'il est question de ça aussi, de se dire, moi ce que je veux, c'est que les gens ressentent l'émotion de l'envol face à la sculpture, et pas forcément de le représenter en tant que tel. Est-ce que ce sont aussi des interrogations qui sont les vôtres au niveau de la représentation? Alors, dans une autre dimension, évidemment, et je m'éloigne un tout petit peu de Brancusi là, mais je trouve que c'est quelque chose de passionnant avec la bande dessinée et avec le dessin de manière générale, de se dire comment est-ce qu'on réussit à rendre des sentiments, une énergie, une émotion, et que très souvent, ce n'est justement pas en étant très, très réaliste qu'on réussit à être le plus juste. Est-ce que ce sont des interrogations qui vous occupent? Ça vient un petit peu de mon travail en jeunesse. D'habitude, je suis plutôt auteur jeunesse, et où là, l'artifice est plutôt interdit, où le synthétique est plutôt une bonne arme pour parler aux enfants, enfin, en tout cas pour dessiner pour les enfants. Et cette idée-là a probablement fait des petits dans cet album-là. Et puis, ça me paraissait compliqué d'aller à trouver un dessin hyper réaliste pour un artiste comme Brancusi qui a autant de volonté à synthétiser les formes, à trouver une certaine radicalité dans son travail, à épurer. Enfin, quand on voit le travail de sa jeunesse, en finissant par des œuvres qui, pour le coup, ont un vrai pouvoir d'abstraction à la fin de sa vie, ça paraissait bizarre et étonnant d'aller trouver un réalisme et d'aller trop pointilleux là-dedans. Et puis, encore une fois, il fallait que je trouve un peu d'efficacité là-dedans, et il fallait que ça... que ça fonctionne. Mais il est extrêmement vivant, extrêmement présent, et on parlait de la façon dont vous aviez
pouvez représenter l'oiseau dans l'espace, mais comment est-ce que vous avez aussi trouvé votre Brancusi? Alors il y a la barbe, il y a des éléments qui font qu'on le reconnaît immédiatement, mais il y a quelque chose où vous en avez vraiment fait un personnage, et c'est extrêmement fort dans la bande dessinée, c'est-à-dire que quand il apparaît, c'est immédiat, c'est évident. Est-ce qu'il vous a fallu justement passer par de l'épuration successive pour se dire, justement, je vais arriver avec quelque chose de l'ordre justement d'un caractère, d'un vrai personnage? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce Brancusi qu'on voit dans la bande dessinée? Il a fallu que je le désacralise un petit peu. Évidemment, j'ai entrepris ce personnage comme étant le monstre dans l'histoire de l'art, en tout cas avec la place qu'il a pris dans l'histoire de l'art. Donc, c'est un peu comme si on va représenter le Léonard de Vinci, quoi. Il faut quand même faire un peu gaffe. Du coup, soit je restais dans cette position-là, où là, j'allais trembler à chaque dessin pour éviter de le dénaturer, soit je prenais un autre parti pris, qui était plutôt d'aller jouer avec un personnage un peu, un peu une poupée, un peu mou, et puis tout petit, et puis une silhouette très facile à reconnaître, etc. Et puis il fallait aussi... Pour ceux qui l'ont pas fait, je vous invite à aller voir évidemment l'atelier de Brancusi qui est entièrement reconstitué devant le Centre Pompidou. Quand on arrive dans cet atelier-là, c'est tellement fort graphiquement, c'est tellement puissant qu'aller faire exister un personnage à l'intérieur de tout ça, c'était un peu un problème. Donc il a fallu que je trouve un moyen de le rendre très rond par rapport à tous ses angles, de chercher un peu de volume alors qu'il y avait beaucoup d'aplats. Il y avait tout un tas de positions comme ça à essayer de trouver. Mais c'est en tout cas extrêmement efficace, et effectivement ce que vous disiez de la marionnette, ou en tout cas il y a quelque chose de l'ordre, encore une fois je le disais, du personnage vraiment pleinement, et qui existe. Et quand je parlais de la façon dont on cherchait une justesse plus qu'un certain réalisme, le personnage existe pleinement. Et là, ce qu'on voit, c'est donc les échanges que vous avez imaginés de ce que Duchamp pourrait raconter à Brancusi, avec une séquence qui est extrêmement intéressante, puisque vous mêlez progressivement le dessin, l'écriture à la réalité de la réception de cette lettre. Je vois que le temps passe très vite, et je vois, Vincent, que vous trépignez de nous lire le jugement. Non, pas du tout. mais je vais le dire, mais je vais le garder pour le garder. Non, il faut le garder pour la fin, le jugement, parce que sinon tout le monde saura ce qu'il en est. Mais non, je pensais à la question justement du réalisme, parce que on en avait parlé ensemble, et cette question du réalisme, dans le fond, ce qu'on reproche à Brancusi, c'est d'être trop abstrait. Et si on prend des procès qu'il y a eu dans le passé dans le domaine littéraire, on sait que Flaubert et Baudelaire, on leur reprochait d'être trop réalistes. Donc, c'est vrai que ça peut rendre fou, c'est-à-dire qu'on est dans des visions très différentes. Et vous aviez un procureur qui était le même procureur dans les procès Flaubert, même procureur aussi pour Baudelaire. Il s'appelait Ernest Pinard. Il faut le faire. Et il dit, dans son réquisitoire contre Baudelaire, Les Fleurs du Mal, il dit... il reproche en fait au tableau, il parle de tableau, mais en fait c'est le fait qu'il présente au lecteur conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. Donc c'est l'offense à la morale publique. Donc on voit bien que le terrain... Alors à l'époque, évidemment, l'offense, quand c'était du Baudelaire, c'est qu'il est dur d'être belle femme, et que c'est un travail banal pour la danseuse folle et froide qui se pâme dans son sourire machinal. C'est presque pornographique, vous êtes d'accord? Donc, on voit bien que d'un côté, voilà, le réalisme choque, l'abstraction choque, et en réalité, c'est comment un homme juge, une femme juge, là, il n'y en avait pas, va pouvoir s'emparer du sujet. On le lit? Cette décision a été rendue, il parle de la décision d'avant, qui était la décision de référence, en 1916. Mais, et le juge enfin le reconnaît, entre-temps, une école d'art dite moderne s'est développée, dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons
que leur existence, comme leur influence sur le monde de l'art, sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. Il nous apparaît que l'objet sur lequel nous devons statuer n'a d'autre fin que décorative, que sa finalité est la même que celle de n'importe quelle sculpture des maîtres anciens. Il est beau et de ligne symétrique, donc tout ça c'est le jugement, donc il prend vraiment parti. Et quand même, petite mesure, en dépit d'une certaine difficulté à pouvoir l'assimiler à un oiseau, il n'en demeure pas moins agréable à regarder et d'une grande valeur ornementale. Et considérant sur la foi des témoignages qu'il s'agit de la production originale d'un sculpteur professionnel, d'une sculpture et d'une œuvre d'art selon les experts mentionnés ci-dessus, nous recevons la plainte et jugeons que l'objet a titre à l'entrée en franchise en vertu de l'article X et ordonnons l'exécution du présent jugement. Donc voilà comment Brancusi l'a remporté grâce à un juge qui, quoique pas très motivé par l'oiseau, a su prendre position. Peut-être un dernier mot, Arnaud, avant de vous passer évidemment la parole. Il est beaucoup question de liberté dans ce livre, de liberté de création, de représentation. Alors je m'éloigne un tout petit peu du procès, mais quels sont parce que certains artistes disent Brancusi nous ouvre la voie, c'est grâce à lui en fait qu'on est en train d'acquérir une forme de liberté. Quels sont vous les artistes qui vous ont permis de voir dans le dessin, dans la création, un horizon possible, souhaitable? Quels ont été les artistes qui ont été importants pour vous? Pas forcément en bande dessinée ou en dessin d'ailleurs, ça peut être Brancusi. Non, ça va être des peintres peut-être par la couleur, probablement Cézanne, parce que voilà, il est au-dessus. Après, j'aurais du mal à répondre à cette question, j'avoue. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Arnaud ou pour Vincent? Oui. Bonjour et merci. Ça donne envie d'acheter votre livre pour les deux raisons. D'abord parce que j'adore la bande dessinée, mais aussi que je fais partie du monde de l'art. Et donc Brancusi n'est pas quelqu'un oublié dans mon panthéon. Au début du XXe, il y avait, quand Rouault est mort, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il avait laissé des tableaux non signés dans sa galerie. Et les héritiers ont voulu récupérer les tableaux. Le galeriste a dit non, possession vos titres, donc je les garde. Donc il y a eu procès et les juges ont décidé que tant que le tableau n'était pas signé, il n'y avait pas la reconnaissance de l'œuvre comme étant finie. Et donc ils ont récupéré les tableaux, mais comme ils ne pouvaient pas les vendre, puisqu'on avait dit qu'ils n'étaient pas finis, ils ont été brûlés. C'est absolument... Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire, ça. C'est-à-dire qu'un tableau qui n'est pas signé peut être reconnu par les héritiers, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des changements de vision des juges. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est avec l'intelligence artificielle, où les images sont produites par une technologie, même s'il y a un individu qui propose des mots pour solliciter des images, il va y avoir encore un débat là-dessus qui commence à peine à s'ouvrir. Hein. Je ne sais pas si vous en savez plus là-dessus. De toute façon, la question de la détention de l'œuvre d'art a toujours été un problème, mais pas que de l'œuvre d'art, de tout écrit. Je me souviens avoir été consulté par quelqu'un qui avait reçu des lettres de Faurisson, le révisionniste, et qui avait une correspondance avec ce Faurisson. Et il me disait, est-ce qu'on a le droit de publier ces lettres? Eh bien non, c'est pas parce qu'on est détenteur physique de l'objet qu'on a le droit de l'exploiter et de le vendre. Et en l'occurrence, Faurisson a réclamé ces lettres et la personne les lui a rendues. Donc on ne saura pas ce que cette correspondance recelait. Et donc cette question de la détention, elle est évidemment permanente. Après, le problème, c'est la transgression. C'est-à-dire que quelqu'un qui détient les œuvres peut vouloir
les utiliser et les exploiter. Et derrière, ça pourra effectivement donner lieu à un procès. Mais j'allais dire, si le mal est fait, le mal est fait. Donc on sera après dans le domaine de la réparation. Et c'est souvent comme ça que les procès se résolvent. C'est en réalité en dommages et intérêts, ce qui n'est pas forcément satisfaisant pour l'auteur. Mais on évoquait une décision, par exemple, dans le domaine, puisqu'on est dans un festival de littérature, qui a condamné en réalité un producteur de cinéma qui a fait un film qui s'appelle L'empreinte de l'ange. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous trouverez, si vous tapez Empreinte de l'ange, vous trouverez 2 affiches. Une affiche, L'empreinte de l'ange, c'est Safi Nebou, et une autre affiche, L'empreinte. Et c'est exactement le même film. Pourquoi? Parce que derrière, il y a, d'ailleurs c'était une invitée du Festival Au les Beaux Jours d'il y a 2 ans, il y a Nancy Houston qui a écrit un roman publié par Actes Sud. Ce roman, c'est L'empreinte de l'ange. L'empreinte de l'ange, c'est la marque sur la lèvre de l'ange qui fait taire l'enfant. C'est une tradition juive. Actes Sud, parce que Nancy Houston l'a demandé, a dit ce titre, il m'appartient, et quand bien même on est dans le domaine de l'audiovisuel, je ne souhaite pas que ce titre soit exploité, on aurait dû me demander l'accord. Eh bien, il y a eu une condamnation, et effectivement, le producteur a changé l'affiche, on n'a plus L'empreinte de l'ange, le juge considérant qu'en réalité, l'expression, même si elle correspondait à une tradition, dans les écrits sur cette tradition, on ne retrouve pas tout à fait la même expression. Donc l'idée est là, mais le titre en lui-même est protégé, et donc il a fallu que le producteur fasse le changement. Donc voilà, on est souvent sur des choses très 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 ténues. Et à ma connaissance, il y a aussi, alors là il va falloir que tu confirmes éventuellement, un droit de non-divulgation qui appartient aux artistes et qui, me semble-t-il, est inaliénable. Ça veut dire que chaque artiste a le droit justement de produire, mais de ne pas signer et de ne pas divulguer son travail. Et ça, quiconque peut venir dans l'atelier de l'artiste et dire « ben moi je veux acheter ça », c'est non. Même si vous avez des dettes au-dessus de la tête et qu'il va falloir vendre pour rembourser ses dettes, c'est non. Donc si les tableaux n'étaient pas signés, ce ne sont pas des œuvres, puisque l'artiste n'a pas décidé que c'était des œuvres. Et là, on en revient un peu à ce que pouvait faire Marcel Duchamp, qui a fait le travail inverse, où il a signé tout et n'importe quoi pour les rendre comme des œuvres. Je crois qu'il y a aussi un droit de repentir, c'est-à-dire que vous achetez un tableau avec une femme dans une robe rouge, eh bien, 10, 20 ans après, l'artiste peut venir et vous demander, presque vous obliger, de changer la couleur parce que lui, maintenant, il veut qu'elle soit verte. Ah oui. Voilà. Alors, oui, enfin, oui. Enfin, pas chez les particuliers, on prend le risque, mais en tout cas, quand par exemple il y a des commandes publiques, vous pouvez avoir la difficulté au moment où les œuvres se détériorent. Et effectivement, il y a des artistes qui demandent à ce que l'œuvre soit détruite, par exemple, parce que, ou au contraire qu'elle soit restaurée. Et là, après, vous avez des procès qui sont liés au fait que ceux qui restaurent l'œuvre s'estiment auteurs eux-mêmes et donc revendiquent la qualité d'auteur et donc la protection de l'œuvre. Et là, on arrive à ces questions de confusion d'auteur. Est-ce qu'on est dans une œuvre collaborative, de collaboration, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une œuvre collective et ma foi, il y a du travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci beaucoup pour l'échange. En vous écoutant, je me demandais en fait pourquoi il n'y aurait pas de TVA sur l'art dans la mesure où ça devient un marché et où il y a une activité économique qui en découle et on n'est pas on est sur une possession individuelle exclusive d'œuvres. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait moins de TVA sur une sculpture que sur autre chose ? Alors justement, on parlait de l'exception culturelle tout à l'heure. Ça, après, c'est un débat. On peut effectivement refuser ça. Et là, vous avez une directive européenne qui doit être appliquée d'ici 2025 et qui ramène la TVA à 20%, alors que pour l'instant, c'est 5,5%. Et vous avez, au mois de mars, eu un article dans Le Monde qui est signé par 120 artistes et qui disent c'est la mort du marché de l'art. C'est-à-dire que nous, parce que c'est sur les importations, donc c'est en France, donc ça veut dire qu'en réalité, les transactions, elles vont se faire ailleurs. Et le marché de l'art est passé en 10 ans de 3,5% à 7-8%. Donc
le fait qu'il y ait cette TVA plus basse a permis en réalité à la France de devenir la première place européenne du marché de l'art. Donc les enjeux, oui, ils sont profondément économiques, mais culturels aussi, puisqu'on sait que c'est ce qui permet quand même une circulation. Donc on est sur des considérations en réalité contradictoires. Il me semble que il faut quand même encourager l'art parce que c'est en fait la valeur aussi d'éducation qu'il y a derrière. Et vous avez pour ça des institutions publiques qui ont aussi vocation à faire en sorte que dans les écoles, que dans on continue d'apprendre à ce que c'est que le geste artistique, et ça c'est valable pour à peu près tous les domaines de l'art. Et puis, il faut peut-être redescendre un peu. Là, on parle de Brancusi ou d'artistes qui vendent très cher et qui sont très reconnus et tout ça. Mais je pense que 99% de ce qui traverse les frontières, ce sont des petits artistes ou des petites compagnies de théâtre, ou etc., qui, eux, 5%, 10%, c'est très important et ça peut faire le taf. Et surtout, c'est pour le coup un marché très, très fragile. Et que on pourrait imaginer que le rôle de l'État, c'est de protéger les choses les plus fragiles, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on ne peut pas titrer Léo de Hurlevent une nouvelle traduction des Hauts de Hurlevent? Non. Alors je change d'avocat. Non, parce que ça a été le titre donné par un traducteur, ouais. Et on s'est aperçu à ce moment-là que le traducteur pouvait revendiquer la propriété d'un titre, ce qui fait qu'on ne trouve pas de nouvelle traduction des Hauts de Hurlevent. Non, j'ai dit non, mais c'est en réalité, oui, c'est une œuvre de collaboration, et dès lors que justement on ajoute une personne et le traducteur devient auteur lui-même, et toi le premier, tu te bats pour que les traducteurs soient reconnus comme étant des auteurs et qu'ils aient une rémunération juste, qui est rarement le cas, parce que on sait que le poids économique que les maisons d'édition font peser sur les traducteurs en disant nous ne pouvons pas imprimer tel livre, etc., parce que derrière c'est des coûts trop importants, et donc il y a une bataille qui est pas d'ailleurs appliquée dans tous les pays, qui est celle de faire reconnaître les traducteurs comme des auteurs. Mais dès lors qu'ils sont auteurs, effectivement, il y a le risque aussi d'ajouter un auteur à un autre auteur. On rentre dans l'œuvre de collaboration et on est comme, j'allais dire, dans l'industrie du cinéma, par exemple, où il y a un nombre important de co-auteurs entre le réalisateur, tous les co-auteurs qui sont beaucoup plus nombreux. Et ça complique effectivement l'obtention des droits, puisque chacun peut s'y opposer dès lors qu'il peut revendiquer la qualité d'auteur. Une toute dernière question, oui. Oui, bonsoir. Donc là, pour continuer sur cette conversation sur les auteurs et les nouvelles traductions, mais si on pose cette question sur les traducteurs sont co-auteurs, qu'est-ce qu'on fait, mettons, sur des traductions, par exemple celle en latin faite par Paul Venn? Est-ce qu'il y a aussi une question des ayants droit? Est-ce qu'il y a une transmission de ces droits à la descendance? À la mort, mettons, de Paul Venn est mort, est-ce que ses descendants ont des droits également sur les traductions qu'il a faites autrefois? Je vais parler de façon plus générale, c'est-à-dire que il y a quand même un domaine du droit qui est très exceptionnel. Parlez à quelqu'un qui fait du droit des affaires. Il va regarder un contrat d'édition, mais il va dire, mais ils sont fous dans ce monde-là. Dans un contrat d'édition, quand on cède ses droits, on les cède pour 70 ans après sa mort. C'est la durée de la propriété intellectuelle. Lorsque l'éditeur lui-même est titulaire des droits et qu'il va les céder à un éditeur étranger, il les cédera pour une durée de 5, 10 ans, 15 ans. Il y aura une durée limitée. En réalité, à partir du moment où on cède ses droits pour l'ensemble de la durée de la propriété intellectuelle, on les cède donc pour 70 ans après sa mort, et ça veut dire effectivement que les ayants droit sont titulaires d'un pouvoir important. C'est-à-dire qu'ils pourront ensuite décider, de faire respecter le droit moral, et donc ça c'est dans la ligne de ce que eux-mêmes se sont fait comme idée de ce que l'auteur aurait voulu qu'on fasse de son œuvre. Si un auteur au hasard, Daniel Pénac, n'aime pas les abrégés, et que un jour quelqu'un
fait un abrégé à partir de son œuvre, il faudra bien que quelqu'un dise non, il ne le souhaite pas. Et vous avez comme ça des conflits de famille du fait des successions avec des ayants droit qui n'ont pas la même position à la fois sur l'œuvre et puis derrière sur les intérêts économiques que ça génère et qui veulent une exploitation différente et qui parfois n'est pas toujours dans le respect du droit moral. Donc on est sur le droit patrimonial et ça génère effectivement des conflits. Il y a un livre qui a été édité par Lionel Houellebecq sur Je hais les familles, Emmanuel Pierrat, qui est le pape de la propriété intellectuelle et qui raconte toutes ces histoires de familles où vous avez des conflits sans fin parce que justement vous avez des points de vue très 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 différents. Merci beaucoup Vincent pour tous ces éclairages. Merci infiniment Arnaud et bravo pour cette merveilleuse première bande dessinée Brancusi contre États-Unis. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le festival Oh les beaux jours remercie Arnaud Nebache et Vincent Schnigans, ainsi que Sonia Deschamps qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du conservatoire Pierre Barbizet qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 8e édition du festival Oh les beaux jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam. Voix Benoît Pacteau. Un podcast produit par Des livres comme des idées.